Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, amis lyonnais, supporters lyonnais. Serrons-nous les cœurs, serrons-nous les mains. Les temps qui arrivent vont être non plus apocalyptiques, parce que l'apocalypse au sens biblique, vous savez ce que c'est la révélation. Voilà. Là, on n'en est plus à la révélation, ça y est, elle est tombée hier. Le jeu de comédie se termine enfin, parce que la comédie peut durer longtemps, c'est comme un bon roman. Quand vous arrivez au dénouement, le dénouement il est soit tragique, soit heureux. Là, le dénouement, on sait depuis 2022, désormais on en a la certitude qu'il va être catastrophique et dramatique. Alors après, vous avez des gens qui sont doués dans l'art de la communication, pour endormir les gens. On a eu Peter Bosz qui en avait strictement rien à foutre, parce que moi je suis très attentif à quelque chose et je détiens pas la vérité, je suis pas financier. Mais les premières conférences conjuguées, on va dire, de John Textor et de celles de Peter Bosz à son arrivée vous ont posé le décor. Soit vous arrivez en professionnel en ayant préparé, comme un entretien d'embauche, comme un oral à l'école, soit on se dit, vous êtes complètement hors sujet. Et puis, être hors sujet, à la rigueur, c'est vous êtes planté, mais vous avez des connaissances. Mais eux, ils sont en plus hors sujet. Et en plus, ils ont même pas ouvert le cahier, quoi. Ils ont même pas pris la peine, quand vous arrivez en entretien, de regarder même presque le nom de l'entreprise, je dis même pas le site internet, ou l'élève qui a même pas ouvert son cahier et qui a fait de la switch tout le week-end. Donc eux, ils conjuguaient à la fois l'art, Peter Bosz et John Textor, de ne pas connaître les connaissances du club, de la Ligue 1, et en même temps, d'être complètement hors sujet. Ça fait une conférence de presse, et j'en avais parlé à l'époque pour Peter Bosz, je fais très très court. Je regarde pas les matchs de Ligue 1. Tu viens de signer un super contrat, t'es en vacances depuis un petit moment, je connais pas la Ligue 1, j'ai pas vu les matchs. Il arrive bronzé, il revient de vacances, pourquoi pas à la rigueur. Il a même pas regardé un match, il peut pas citer un nom de joueur. Il dit, moi je regarde pas la Ligue 1. Bon voilà, le décor est planté, ça pouvait être que cataclysmique. Et après, décalage de culture, le niveau de français n'est pas suffisant. On est allé de toute façon, Thomas l'a tout de suite dit aussi, là on va dans le mur, quoi. Enfin, c'est, vous avez pas la même culture, vous parlez pas la langue, à la rigueur vous vous y mettez vite. Voilà, mais il y a même pas les connaissances du championnat de France de football français, depuis qu'il l'a quitté quasiment, depuis qu'il joue à Toulon, je crois dans les années 80, ça pouvait que péter. Enfin, à part un miracle et une prise de conscience en disant après, oula, j'ai fait une mauvaise conférence de presse. Vous savez, quand vous allez en conférence de presse, c'est comme un oral. Soit vous êtes un peu stressé et vous bûchez. Et là, il était tellement décontracté, le mec, je me dis, mais non. Il n'y a même pas le ressort de se dire, bon, j'ai été appelé il y a une dizaine de jours par Vincent Ponceau alors que j'étais à Curaçao. Et de se dire, oula, j'arrive, j'ai pas trop préparé, mais même sortir cette réponse, voilà, ça prouvait l'état d'esprit. C'est rare que ça aille dans, voilà, il y a ce qu'on appelle, vous savez, aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, on appelle les biais cognitifs. Mais là, on est clairement sur des avis subjectifs, et à raison, parce que les Américains nous ont vendu désormais qu'il fallait éviter les biais cognitifs, les préjugés. Mais votre instinct, votre instinct de manager, d'analyste vous dit, non mais le gars il arrive, il est bronzé. Je sais pas, la Ligue 1, ça fait 30 ans que j'ai pas vu. Je peux citer peut-être Marseille, Monaco peut-être. Voilà, et là c'est mort, quoi. Et en plus, vous envoyez des mauvais signes aux supporters. Bon, alors les supporters, on veut tous toujours y croire. On est un peu, comme les croyants en religion. Je fais pas de religion, moi je suis pas croyant, je m'en fous. On est toujours un peu dubitatif, à croire en un messie, en un prophète, en une espérance supérieure. Pourquoi pas ? Et je concède. Mais après, vous vous retrouvez, même si vous êtes supporter, vous avez la foi dans votre équipe et votre club, bon, au bout d'un moment, avoir la foi c'est bien, mais il faut être réaliste. Donc ça, c'était Peter Bosz. Et l'autre animal, alias John Textor, alors lui, il nous a fait le grand chelem. Encore, là, c'était supérieur. C'est le fameux épisode Where is the Cask for John, d'un homme qui s'appelle Jean-Michel Aulas, qui a priori exige le bilinguisme dans son entreprise, mais il ne se l'applique pas à lui-même. Mais pourquoi pas ? Lui, il était le patron, il a le droit. Where is the Cask for John ? J'ai cherché le mot casque quand même en anglais dans le dictionnaire, j'ai pas trouvé. C'était à mourir de rire, mais c'était cette conférence de presse. A priori, sa mère, il dit tout de suite, ma mère est française, mais je parle pas bien français. Alors, bon, moi, je connais quand même pas mal de binationaux. Généralement, moi, j'ai pas la chance de l'être. Généralement, ils baragouinent dans les langues des deux parents.
Donc déjà, ça prouve qu'il a vécu dans un environnement très fermé et américano-centré. Alors les Américains, ils peuvent être très forts en business. Mais alors l'ouverture d'esprit, quand ils sont pas ouverts, c'est franchement pas ouvert. C'est pas des préjugés, c'est des réalités. Pour en connaître quelques-uns. Donc le mec, Floride, à fond les ballons. Ça me rappelle quelqu'un qui vient de Floride en ce moment. Il a tout le temps raison. Il n'a jamais tort. Même quand il a tort, il a raison. Et quand il a raison, il a super raison. Donc au moins, ça va vite. Et notre ami John Textor, donc c'est maman française. Bon, déjà pas un mot en français. Je dis, oula, ça pose le décor. Moi, je connais des franco-italiens, des franco-espagnols, des franco-portugais. Vous inquiétez pas. Même s'ils maîtrisent une langue mieux que l'autre, ils savent parler dans les deux langues. Bon, voilà, peu importe. Notre ami de Kirksville arrive, champion de skate, et il nous parle d'un truc, de réalité virtuelle augmentée, d'une expérience spectateur. Là, on se dit, le mec, il vient de mettre 800 millions d'euros avec un pôle d'investisseurs, et il nous parle de trucs, je me dis, on se croirait au concert de Tupac, vous savez, un rappeur qui est mort dans les années 90, et c'est lui qui l'a mis en hologramme sur scène avec Michael Jackson, il a fait ça, enfin, il a fait des trucs un peu créatifs, c'est un créa, pourquoi pas. Et le mec, on dit, mais il nous parle de quoi, là ? Il nous parle de quoi, là ? Il vient de mettre quasiment 1 milliard sur la table et il parle d'un truc, d'une expérience, une réalité virtuelle augmentée. Alors j'ai pensé au fameux truc qu'on met sur les yeux. Désolé, je suis pas tech. Il y en a qui seront meilleurs tech que moi. Mais on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce baragouin en plein milieu ? Il a pas bossé son dossier. Normalement, on vient costard cravate. On a nos chiffres. On expose nos plans sur 2, 3, 4, 5 ans, ce qu'on veut faire. Avec qui on va travailler, parce que c'est public qui investit, lui, les investisseurs, il n'en a pas parlé. Le projet sportif, le projet de développement économique et infrastructure, le projet académique, rien. Bon, là, déjà, on se dit, waouh. Et en plus, cerise sur le gâteau, il y a eu le fameux report de 6 mois, où il y a 2 mecs qui se sont barrés dans le pôle de 13, et finalement... les 2 actionnaires, IDG et Pathé, ont posé un ultimatum en disant soit sous 15 jours ça se fait, c'est la fameuse garantie, soit on cherche un autre mec qui est plus prioritaire. Bon, de toute façon, on avait le mec qui voulait payer en Bitcoin. Le mec qui voulait payer en Bitcoin, si je ne me trompe pas, c'était Foster Gillette. Enfin, c'est des mecs, ils ont des noms, déjà, excusez-moi, rien que pour les noms. Il y en a un, ils vendent des rasoirs et l'autre, ils vendent des textos, donc voilà, j'ai rien contre eux, mais enfin, avec les Américains, c'est toujours des trucs à dormir debout, quoi. Alors moi, Mickey, j'y croyais, j'aimais bien Fantasia, dans les années 80, quand j'étais gamin, je regardais des trucs un peu... Mais à un moment donné, Mickey, c'est bien jusqu'à 10 ans, quoi. En France, on a quand même, et en Europe, développé l'esprit des Lumières, donc on est un peu moins con que, comme dirait notre ami Patrick Lelay, juste disposer d'un temps de cerveau disponible pour Coca-Cola, vous savez, l'ancien PDG de TF1. Mais les Américains ont ce côté grand gosse qui parfois les aide parce qu'ils embarquent tout le monde, là, comme Johnny Depp sur un bateau, ou comme tous ces mecs 24 heures chrono, sauver le soldat Ryan, le mec il est tout seul, il bat 1 million de nazis, c'est des trucs à dormir debout. Mais quand c'est la vraie réalité, ça marche pas, ces conneries. C'est bien Hollywood, ou chez Mickey, mais ça marche moins ailleurs. Bon, peu importe. En tout cas, ces conférences de presse vous ont déjà posé les mecs. Et honnêtement, même si on a un peu de mauvaise foi, moi je le suis pas, désolé. Je me suis fait tailler comme Thomas, comme d'autres, comme Constant, comme Giuliano, parce qu'on était dubitatifs, toute l'équipe de LF Lyon Fan TV. Mais enfin, les mecs, on savait très bien au fond de vous-même que le mec, vous aviez un putain de doute. Ça a été reporté 15 fois. Ça allait pas, il y a rien qui collait, le discours, les fonds qui tombent pas. Bon, on sait que finalement le grand gagnant de l'affaire. Alors, certes, c'est Pathé qui a poussé. Je m'en souviens qu'en avril 2022, Thomas, tout le monde parlait de Lyon-Porto. Ouais, super, on a un quart de finale, patati patata, contre Porto, machin. J'ai dit, Thomas, laisse tomber, on s'en bat de ce truc. J'ai fait un édito, je dis, c'est important. Il y a IDG et Pathé qui sont en train de se prendre la tête via médias interposés sur l'AS en disant qu'ils veulent vendre. Et tout le monde dit, ouais, mais tu sais qu'un match, c'est beaucoup moins important que cette info. Ça y est discerné, les mecs. On s'en fout que vous jouiez un quart de finale de Coupe d'Europe. Vous avez 2 actionnaires qui pèsent 60% du club qui sont en train de vous dire, ça chie avec l'actionnaire principal, qui a 38% du club. Et ça passe tout droit. Les journalistes t'aident pas parce que eux, ils font jamais leur travail d'investigation. Qui sont les investisseurs derrière ? Textor. Silence ! Alors, moi, j'ai des hypothèses. Je les dirai pas. Comme Thomas, il a des hypothèses. On ne les dit pas. J'ai fait quelques recherches sur Internet et tout, je n'ai pas trouvé grand-chose. Je ne les dis pas, je les garde pour moi. Je pense que le football sert à laver beaucoup d'argent. Voilà, je dirais que ça, mais j'ai pas de preuves plus que ça. Ni Thomas, il en a pas plus que ça. On a des doutes. Mais bon, à un moment donné, les mecs qui sont dans la vraie économie, ils vont pas investir dans un club de foot aujourd'hui.
Ils vont pas investir dans un club de foot. Même si demain, chacun de vous, supporters de l'OL, vous avez 100 millions d'euros, est-ce que vous allez acheter un club de foot ? Je vous parie que 95% vont dire « Mais non, mais on sait que c'est un truc de dingue, il faut payer des mecs, des blindes, ils font des caprices de diva avec leurs agents pour être augmentés chaque année, dès qu'ils mettent 2 buts, une passe D. Après, ils se cassent. Vous les revendez au club où ils veulent aller. » On sait très bien que c'est pas une entreprise rentable, le football, à un certain niveau. En revanche, je répondrai à Thomas. Il dit « Pourquoi LVMH et la famille Arnaud n'a pas investi sur l'Olympique Lyonnais ?» Thomas avait de l'info, a priori il l'a dit cet été. A priori, ils ont regardé l'Olympique Lyonnais. Donc c'est vrai que quand vous avez le deuxième homme le plus riche du monde, le patron du luxe mondial de LVMH, Bernard Arnault, du haut de ses 75 ans, avec ses fils, qui s'intéresse à un club de foot, Thomas dit « Ouais, ça aurait été bien, mais pourquoi ça s'est pas fait ?» Déjà, le président Ferracci, le président du Paris Football Club, est allé sur l'équipe du soir. Très intéressant, l'équipe du soir. Je fais pas de pub, mais c'est très intéressant. Et il a dit ils étaient intéressés par Lille au début. Mais moi, je vais dire à Thomas, parce que j'ai ma thèse, je pense qu'ils se sont intéressés, les Arnaud, au PFC, parce que ce qui compte, c'est comme un appartement. Ce qui compte, vous faites une bonne affaire si vous l'achetez pas cher et que vous le revendez cher. Pas si vous le payez cher comme l'Olympique Lyonnais et que vous le revendez mal. L'Olympique Lyonnais est une très mauvaise investissement aujourd'hui. Pour tout le monde, tous les mecs qui font de l'investissement le savent. Vous payez ça quasiment 1 milliard et vous avez déjà, quand au Laspar, 400 millions d'euros de dette sur le stade et les infrastructures. Donc ça veut dire que si vous faites des calculs, 8 plus 4 égale 2 égale 1200 millions sans les intérêts. 1 milliard 2. C'est-à-dire que ça, c'est ce que vous avez mis quand vous avez la propriété de l'Olympique Lyonnais. Est-ce que ça vaut 1 milliard 2 ? Je pense que tout le monde le sait que ça ne le vaut pas. Tout le monde le sait. Donc Jean-Michel Aulas, il avait une seule solution, et c'est un mec malin, mais honnêtement, moi, qui suis un peu con, et bas du casque, qui est un vulgaire picoum, un mec lambda, déjà, j'aurais pas mis 1 euro. Faut le trouver, le mec qui achète l'Olympique Lyonnais. Donc, aujourd'hui, Aulas, il a changé de stratégie, grâce à l'aide des politiques et tout, pourquoi pas, ils ont réussi à obtenir des financements publics, la rocade, le machin, le tramway, le truc. D'ailleurs, j'espère juste que si ça coule, Monsieur Aulas aura pris beaucoup d'argent, mais nous, la collectivité, on a mis beaucoup de fric aussi dans les infrastructures pour aller à l'OL. Faut pas l'oublier. Et que c'est passé sous l'Euro 2016 grâce à Sarkozy. Faut pas l'oublier, c'est l'ère Sarkozy, parce qu'il l'avait dit à l'équipe du soir, que le grand stade est sorti de terre, parce qu'on l'a fait passer d'intérêt public pour la compétition. Donc il y a eu pas mal d'arrangements, mais ça se fait souvent en affaires, entre les propriétaires de l'Olympique Lyonnais, et puis le petit coup de pouce qui va bien, le petit amendement au Sénat de Monsieur Collomb, à son âme, qui était très ami avec lui, qui a aidé à devenir la sortie du stade, parce que s'il n'y avait pas l'euro, il n'aurait jamais vu la naissance, ce truc. Bon, peu importe, ça c'est fait. En tout cas, Monsieur Aulas, sa seule stratégie, et j'aurais fait comme lui, et tout le monde aurait fait comme lui, il savait que le club, ça vaut rien, il n'est pas propriétaire du stade, une équipe de foot, ça vaut rien. Le seul truc qui vaut, c'est si vous faites du foncier de la marque. Donc une marque Olympique Lyonnais avec un stade, des infrastructures, un centre médical, un centre de congrès, du bowling, du saut en hauteur, ce que vous voulez, on s'en fout, tout ce qui est là-bas, au L-Valais, et les équipes ne valent rien. Donc lui, il a développé ça, et puis après, évidemment, il voulait s'y retrouver. Mais trouver un investisseur qui met autant de fric, alors que dès que c'est vendu, ça vaut moitié prix, faut le trouver. Alors, je reviens sur la famille Arnaud. Pourquoi ils ont investi le PFC ? Ça intéresse peut-être les gens. Je crois qu'ils ont mis, alors c'est pas officiel, entre 100 et 150 millions d'euros. C'est déjà cher pour un club de haute Ligue 2, mais ils savent que si ce club passe en Ligue 1, qu'ils arrivent à trouver un stade adéquat, c'est-à-dire plutôt le Parc des Princes que Charletti, Jean-Bouin, ils essayent de regarder et sortir de Charletti, aller sur Jean-Bouin, dans le 16e à côté de Molitor, oui, mais il y a le club de rugby, donc c'est compliqué. Donc moi, je pense qu'ils ont calculé que dans quelques années, le Paris Saint-Germain allait avoir son propre stade, qui réinvestirait le Parc des Princes, parce que ça serait... Ils se disent, le Parc des Princes, ça suffit pas pour les Qataris, pourquoi pas. Et ils se disent, au final, si on a ça, qu'on monte une équipe, elle vaut beaucoup plus cher, une équipe qui monte en Ligue 1 qu'une équipe en Ligue 2. Ils l'ont pas payé non plus une blinde à 150 millions. Imaginez, parce que c'est ce qui va arriver, ils ont investi sur des Maxime Lopez, il y a son frère aussi et tout, ils vont monter en Ligue 1. Très vite, en mettant un tout petit coup de push au mercato de 60 millions, ça va ressortir des sous. On va se retrouver avec une équipe qui coûte 200 millions d'euros. Mais vous allez m'expliquer pourquoi il y en a une qui vaut 1,2 milliard, même si elle a un stade d'ailleurs qui est hypothéqué, qui engage chez Goldman Sachs, faut pas l'oublier, je crois que c'est et puis pas si cher que ça, vous retrouverez les prix, c'était pas si cher que ça en plus, une hypothèque, et ça a été très vite fait en décembre dernier, tout le monde l'a oublié ça au passage, voilà, donc ça prouve encore que quand vous êtes en train de gager votre stade, c'était juste après la première DNCG,
Vous savez très bien que ça va dans le mur. 6 mois après l'arrivée de Textor, président, le stade est en gage avec des fonds de Goldman Sachs. Donc le mec, il était déjà au bout de sa vie. Donc, ils montent 150 millions, ils achètent un club de haute Ligue 2. Monsieur Ferracci, lui, va revendre ses parts à terme d'ici 2027. Sauf qu'ils viennent avec des petits malins qui ont une méthodologie, contrairement à John Textor. Et cette méthodologie, c'est Red Bull. Red Bull, c'est des spécialistes d'être 2, 3, 4e de chaque championnat, en Autriche et en Allemagne. Bon, je parle pas de Red Bull New York. En attendant, ils font des super coups avec Dani Olmo, avec Loukeba. Ils ont pris du Dayot Upamecano. Ils ont pris des mecs pas chers, en fait. C'est Nkunku, je crois, qui était passé dans leur Galaxy. C'est des spécialistes de je prends pas cher. Red Bull. Des joueurs qui sont un peu laissés tomber par les gros centres de formation comme Dani Olmo au Barça, Nkunku au PSG. Enfin voilà, vous comprenez le deal, quoi. Voilà. Et ensuite, ils arrivent avec des joueurs de talent laissés par les centres de formation parce qu'ils ont des effectifs pléthoriques. Oui, avec des Dani Olmo, des Nkunku, des Loukeba, des machins, vous arrivez à faire un 3, 4, 5e place de championnat d'Allemagne ou d'Autriche. Voilà, donc je fais le résumé un peu speed, mais vous avez compris. Donc, ils ont une méthodologie de scouting extrêmement performante, Red Bull, et forcément, ils ont 15% du club. Et à terme, la famille Arnaud, qui est une grosse bande de malins, parce que c'est des super businessmen, ils se disent, on n'achète pas cher un club qui va monter en Ligue 1, et on adosse la performance sportive et de scouting de Red Bull, qui a déjà marché en Autriche et en Allemagne. Ce qui se passe, c'est qu'on sait que d'ici 10 ans, le club est revendu. Sauf que le club revendu avec un petit stade qui va bien, pas en propriété, une équipe qui est performante régulièrement entre la 3e et 5e place, ils visent pas la Ligue, ils savent que le championnat, ils s'en foutent, il faut investir trop de sommes pour battre le PSG. Et ils revendront ça 500 millions. C'est ce qu'on appelle acheter un appartement tout pourri où il y avait une grand-mère qui est en EHPAD ou qui est décédée, c'est un peu triste. Vous le retapez à fond, vous l'achetez 200 000 balles, vous le retapez à fond, vous mettez 50 000 balles dedans avec les frais de notaire, 50 000 balles, 300 000, vous le revendez 400 000, vous avez fait 100 000 de plus-value. L'OL, vous faites de la moins-value de malade. Mais c'est pour ça, je l'explique. Alors Thomas me dit, ouais, voilà, t'as ta réponse pourquoi Arnaud a investi sur un club de Ligue 2. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est comme là, c'est d'investir sur un club de Ligue 2. Personne, mais moi je m'en fous d'acheter des clubs de Ligue 1 qui valent la peau du cul, avec des mecs qui ont des salaires de crevards et qui jouent comme des joueurs de Ligue 2, ce n'est pas intéressant. Il faut acheter un deuxième club à Paris, c'est super intelligent. Bravo Arnaud, comme d'hab, d'ailleurs j'y pensais, le PFC depuis un moment, ça me trottait en tête, je dis mais putain personne va reprendre ce club. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle un super achat. Et John Textor dit « Ouais, je me suis fait vendre quasiment 1 milliard de clubs par monsieur Aulas et ses associés, puis en fait ça valait 500 millions. » Mais mec, mais y a que toi pour y aller, mon pote. Personne n'ira. Constant, il l'a dit, je mettrai pas 1 euro. Personne ne veut de ce club. Donc au final, vous vous retrouvez avec un mec, je pense qu'il est mégalomane en fait. Monsieur Textor est un mégalomane, il aime passer à la télé. Il vient du monde du spectacle, Hollywood, Michael Jackson, Tupac, machin, c'est de la frime. Alors aux États-Unis, la frime, ça marche. Vous avez Donald Trump qui a planté un casino, vous regarderez, à Las Vegas. Je crois qu'il s'appelait Taj Mahal, si je ne me trompe pas. Il a quand même foutu plus d'1 milliard d'euros de dettes. Ça a coulé. Comme lui, il avait rien à son nom. Par contre, tous les investisseurs avec lui, carotte. C'est une spécialiste, monsieur Trump. Heureusement que America Great Again, parce que lui, ses comptes en banque, c'est 0. Il met jamais... c'est pareil, monsieur Textor, il met très peu de fric. Quand un journaliste lui dit, est-ce que c'est un LBO, c'est des levées de fonds et tout? Non. Bien sûr que c'est des levées de fonds, tu mets pas 1 euro. Par contre, il arrive à embobiner des investisseurs incroyable derrière lui. Moi, perso, il vient me voir et dit « Oh, vas-y, Antoine, t'as pas 100 millions à mettre sur un club quand je vais payer 800 millions, il y a 400 millions de dettes. » J'ai dit « Tu sais quoi? Regarde mon doigt du milieu, mon pote. » Voilà, non mais honnêtement, faut être débile pour acheter ce club. Donc, Aulas, je pense que épaté, il savait que ça devenait chaud. Après, il y a eu le Covid qui a accéléré plus Mediapro et tout, puis merde, ça va trop vite, faut qu'on vende ce truc. Alors, ils l'ont pas... Évidemment, Aulas aime le club. À un moment donné, j'aurais fait comme lui, j'aurais vendu le club au premier couillon venu. Et ils ont été patients avec Johnny, mais ils savaient que c'était le pigeon malade. C'est un pigeon de malade. Mais tout le monde le sait depuis 2022 qu'on va dans le mur avec ce mec. Voilà, c'est tout. C'est pas... après, maintenant, qu'est-ce qui se passera? Est-ce qu'Arès va reprendre le club? Non. Arès, c'est une banque, Et une banque, elle rend des comptes à ses clients. C'est un fonds d'investissement. Je peux vous dire que tout le monde dit « Ouais, Arès, c'est ce qui... » Mais les mecs, Arès, c'est rien, c'est une coquille vide. Arès, c'est des technos, c'est des consultants. Moi aussi, je suis un consultant, je vous le dis, Mais si votre client, vous lui vendez que vous avez mis 400 patates et 400 millions là-dedans, alors qu'en fait, à la fin, ça vous zoube, mais c'est que vous n'avez pas compris. Arès, ils sont en train de rendre des comptes à leurs clients. Là, ils sont fous, les clients aux États-Unis. Fous. Ils sont fous que Arès, à qui ils ont filé leurs billes, ils ont en gros des assurances vie, ce que vous voulez, vous appelez ça comme vous voulez, du capital risque, voilà.
Ils sont en train de leur dire, on a un petit problème avec le monsieur qui a acheté avec votre argent. Voilà ce qu'il est en train de dire un banquier de chez Arès à ses clients. Arès, ils tiennent zob. Alors après, Iconic Sport, on en passe, hein, tous les trucs on en passe hein, là-dessus. Westwood, on y passe, c'est très opaque, tout ça, on n'y comprend rien. Les investisseurs, moi j'ai regardé, bon, j'ai compris des trucs, mais je le dirai pas. Voilà, on en est. On a vendu à un mec, je pense que qui a un peu payé. Non, oui. Alors, il faisait les vases communicants. C'est-à-dire qu'en gros, quand il y a plus 10 millions sur Botafogo et moins 20 à Lyon, on passe 10 de Botafogo. Oh merde, Botafogo à 0. Bah attends, on repasse 10 de Molenbeek. Bon, en fait, c'est une espèce de jeu de billes. Vous savez, comme quand on joue au billes avec les copains. À la récré, tout le monde a... Au final, vous avez tous 15 billes. Puis à un moment donné, il y en a un qui gagne, il a 12 billes. Et puis les autres, ils en ont 2 et 1. Ah, puis alors, vous avez la DNCG qui débarque. Oh, c'est pas bien, c'est pas bien, John, t'en as qu'une. Non, mais attends. Il y a Thomas qui en a 12. J'en prends 12 en gage, je les mets chez le mec qui en a un. Ouais, mais le mec qui en a plus un. Attends, on redécale. En fait, c'est un jeu de chaises communicantes. C'est débile. En fait, le mec, c'est un enfant. D'ailleurs, il vient du skate, machin, je sais pas quoi. En fait, il nous prend pour des enfants. Par contre, la DNCG, détrompez-vous et je termine là-dessus, a été très clémente, contrairement à ce qu'on croit. Parce qu'ils disent, si d'ici juin, vous retrouvez entre 100 et 200 millions. Donc, genre, c'est très très flou. Entre 100 et 200 millions. Entre 100 et 200 millions d'euros. 655 millions de francs. Donc, c'est quasiment un demi-milliard de francs. Non, mais un peu plus. Non, mais on n'est plus au doigt mouillé, là. Non, entre 100, soit on dit un chiffre, soit on dit pas un chiffre. C'est pas... Bon, la DNCG a été très, très clémente parce qu'ils savent que c'est une institution du football, l'OL. Ils savent que derrière, il y a quand même 508 millions de dettes. Et on leur demande que de trouver que jusqu'à 200 millions d'euros. Non, mais enfin, même... c'est délirant, là. C'est délirant, on a tout vendu. Bientôt, on n'a plus rien. On n'a plus que OL Valley, quelques trucs dedans. Le stade, on est en train de dépecer morceau par morceau, comme dit Thomas. Mais le stade, honnêtement, tout le monde, Goldman Sachs, ils sont en train de rigoler là. Ils savent que le stade, il vaut beaucoup moins cher que ce qu'ils l'ont nanti. En fait, on va le vendre 3 cacahuètes, le stade Constant. Là, je le trouve très optimiste sur le stade. Les mecs, Goldman Sachs, c'est pas des enfants de cœur. C'est une énorme banque d'investissement. Et c'est loin d'être des enfants de cœur, ils récupèrent beaucoup de politiques chez eux, Mario Monti, Draghi, enfin tous ces mecs. Et ils sont en train de dire, non mais, je crois que on va revoir les choses avec Johnny. Parce que peut-être que les 300 millions d'euros, je crois que c'était ces sommes, qu'on a promis à Johnny, on va peut-être revoir le deal finalement pour le nantissement. Non mais je sais pas, voilà, je vous dis des trucs comme ça, mais je pense que les mecs, ils sont en train de sortir les couteaux, puis de voir que la petite souris, elle est prisonnière, puis que la petite souris, on va la manger comme on veut. Hein, Johnny? Donc voilà, on a un mégalo, c'est de la mégalomanie. Vous arrivez, bon alors moi je le connais pas, puis je m'en fous, mais ça aurait été un autre, c'est pareil. Lui en fait c'est un épiphénomène. Comment on a pu rentrer dans ce délire de grand stade C'était pas viable ce truc. C'était pas viable. Et donc finalement, comme dit Thomas, le sportif, du temps de Juninho, on allait tous à Gerland, en voyant ses crocs claquer lucarne, et puis que Juninho le paye 8 millions d'euros. 8 millions d'euros, Juninho, tenez-vous, le meilleur tireur de coup franc de la planète. Chris, l'un des meilleurs défenseurs, 3 millions d'euros. Thiago, acheté à Chelsea, je crois, vous me dites, je crois que c'est autour de 13 millions d'euros. Et on a vendu Michael Essien à Chelsea, 38. Diarra, pareil, je crois qu'on l'a acheté quasiment rien en Crète. Il était passé par Mahamadou Diarra, mais on a acheté les joueurs 3 cacahuètes. Wiltord gratos. Mais on les achetait rien, les joueurs. Alors vous allez me dire, tu parles d'un temps. Oui, non mais d'accord, à un moment donné, on a décidé que le sportif... Et vous savez, Red Bull, ils le font très très bien, sur les Nkunku, sur tout ça. Ils font très très bien le scouting. Le scouting, c'est un métier. Voir un joueur qui a un énorme potentiel, qu'on va placer en équipe 1 parce que son centre de formation ne lui donne pas sa chance... C'est beaucoup. Regardez Coman, le PSG gratos, et il a même mis un but en Ligue des Champions contre le club formateur. Mais quelle idée de laisser partir un joueur comme Kingsley Coman gratos. On le met en prêt, mais on ne le lâche jamais. La politique sportive du PSG avec son académie, elle est catastrophique. Catastrophique. Voilà, donc à un moment donné, alors lui, il est passé par la galaxie Juve et Bayern, c'est autre chose, mais les mecs, ils se sont régalés, la Juve et le Bayern. Des joueurs comme ça, partis, et le PSG l'a même pas vendu, c'est un truc de fou. Et c'est Nkunku, et puis il y en a eu plein des joueurs comme ça. Voilà, donc Dani Olmo, Barça, ils l'ont pas gardé, quoi. Un truc de fou. Et maintenant, ils leur payent combien 50 millions d'euros pour l'avoir en équipe 1. C'est un truc à dormir debout. Bon, le scouting de Red Bull, il est hyper performant, et la famille Arnault le sait. Donc voilà, bonne affaire d'un côté, l'OL était forcément une mauvaise affaire. Bon, moi, je tire pas sur Monsieur Aulas ou autre comme d'autres, parce que lui, vous auriez fait exactement comme lui.
Et puis à un moment donné, il se passe que il y a des gros qui sont rentrés. Année 2010, l'écosystème du foot qui fonctionnait avec 3 clubs, je peux citer les noms, PSV Eindhoven, Pinto da Costa, le portugais, qui était propriétaire du FC Porto, qui était très performant, et Jean-Michel Aulas, ces clubs portugais, néerlandais et français qui étaient à la pointe, se sont vus déborder quand, arrivé de Manchester City, du fonds souverain du Bahreïn, arrivé au PSG en 2012 du fonds du Qatar, et là, c'est plus les mêmes jeux. C'est comme si vous jouiez au Monopoly avec un pion, et puis eux, ils arrivent avec 15 pions. Et voilà, là, il faut les vendre. C'était maintenant. Alors après, il y a eu l'histoire du stade qui a traîné. Il s'est dit, bon, je vends ou je vais au bout du stade. Et puis il est allé au bout du stade, puis le Covid, Mediapro, puis il s'en est bien sorti. Mais de toute façon, ça fait longtemps qu'on est condamné à plus exister parce qu'on a joué au grand. On a voulu croire qu'on pouvait continuer à jouer au grand, alors qu'en fait, en face, c'est des mecs qui ont des fonds illimités. Voilà. Donc on peut pas lutter. Quant à certains clubs espagnols, on ne lutte pas avec Monsieur Pérez qui a ses entrées au ministère. Florentino Pérez, c'est un génie, mais c'est surtout un génie pour entrer dans les ministères, parce que là, Constant, il en parle pas trop. Il m'a dit, ouais, machin. Mais on sait très bien comment ça se passe avec le Real Madrid. Toutes les dettes disparaissent. Vous êtes l'OL et vous mettez à la place du Real Madrid. Tout le monde s'en fout qu'il y ait des dettes, des dettes et des dettes. Parce que le Real Madrid, comme dit Monsieur Pérez, est plus important que l'Espagne. Il le dit lui-même. C'est un club éminemment politique et qu'on ne peut pas toucher. Voilà, c'est tout. Moi, j'aime bien le Real, sa philosophie et tout, mais c'est un club très politique, qui est au-dessus des règles, au-dessus des autres. Vous avez même le président Tebas qui a quand même dit l'autre jour, je suis supporter du Real Madrid. Le mec, il est quand même président de la Ligue de football espagnole. Non, mais c'est à mourir de rire, quoi. Enfin, là, on en est... Donc, moi, je relativise quand même, parce que ce qui se passe en Espagne, on ferme quand même beaucoup les yeux quand c'est certains clubs. Hein. Beaucoup. Donc, relativisons. Après, on connaît les règles en France. Oui, elles nous pénalisent, comme dit Constant. Quand il faut construire un stade, avoir 15 000 dossiers au tribunal administratif, patati patata, c'est évident que c'est une galère. Et Monsieur Aulas, c'était un super bâtisseur, un super constructeur. Après... c'est pas de sa faute s'il y a des fonds souverains qui débarquent dans le foot et qu'ils ont 100 fois votre surface financière. Voilà pourquoi aujourd'hui vous allez vous retrouver avec LVMH, mais LVMH, honnêtement, ils savent que dans 15 ans, c'est revendu. Dès qu'ils vont pouvoir revendre, ils revendront. Les vrais investisseurs, c'est ça. Donc, à un moment donné, moi, je suis pas du tout d'accord avec Thomas, pas méchamment, hein, je l'aime bien, c'est un copain, mais Arnaud, il vient, il dit, voilà, moi, j'ai 150 pour acheter cet été, je vais mettre 50 au mercato, je prévois de mettre entre 30 et 50 à chaque mercato. On donne la politique de recrutement à Red Bull qui prend 15%. Et derrière, on essaye de taper à minima l'Europa League. Top, 3 fois sur 4, la Ligue des Champions. On laisse Red Bull piloter le projet, nommer ses entraîneurs, machin, tout piloter le management et tout. Et puis après, dans 10 ans, revend. Revend cher. Et voilà. Mais c'est même pas forcément si rentable. Hein. S'il y a le moindre pet avec le diffuseur, parce ça fait comme des années qu'on a des problèmes de diffuseurs en France, DAZN, machin, Bein. Alors soit c'est un mec qui joue la compète comme Bein, ce qui est exceptionnel, c'est-à-dire le mec qui joue la compète, il est diffuseur en même temps. Donc PSG avec Bein, c'est la même boîte, juste comme ça. Bon, après, voilà. Mais parce que personne veut diffuser ce championnat. Personne veut acheter des clubs en France. Donc au final, c'est comme ça, c'est mon avis, vous le prenez pas. Moi, je suis insupportable de l'OL. Même ils descendront en Ligue 2, en National, en Ligue. Et ça serait peut-être pas plus mal qu'on descende en National 2, les mecs. Et qu'on ait plus ce stade de merde qui est vraiment... enfin, vous savez, comme dans les Atrides, j'aime bien la mythologie, mais on est condamné avec ce stade, quoi. C'est une tragédie, ce stade. Repartons sur un tout petit club. Tout petit. Et puis peut-être que rebâtissons pierre par pierre. Avec la philosophie, comme dit Constant, inhérente à l'Olympique Lyonnais, de rien lâcher, d'avoir des joueurs qui vont vous saluer, réellement, et avec des mecs qui ont des valeurs, qui ont fait l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Tant pis. Voilà, on a voulu aller trop loin, trop vite, trop fort. C'est pas notre rythme, c'était pas notre rythme. Je critique pas Monsieur Aulas, il a fait ce que j'aurais peut-être fait, s'il voulait récupérer de l'argent, parce que c'était pas très rentable de ne pas avoir de stade et de revendre. Et ça lui a pris beaucoup de temps de sa vie. D'ailleurs, je trouve ça inadmissible qu'il n'y ait pas de statut de Jean-Michel Aulas devant le Groupama Stadium. Mais la fin, vous allez me dire, mais il aurait dû... il avait 2 chemins. Soit à l'arrivée des Qataris et des Bahreïn, des Baranites, je sais pas comment on dit, 2008-2012, soit il lâchait le club, soit il essayait de rentrer dans cette logique de patrimoine et de construire un stade. Il n'avait pas 10 000 choix. Comme il est bâtisseur, il a voulu aller sur ce terrain-là, mais après, ça devient compliqué, quoi. Et il le savait que ça deviendrait compliqué.
Mais après, il a pas non plus forcément, il l'avait dit une fois sur Canal+, j'ai eu des lettres d'intention. Mais des lettres d'intention, c'est pas des rachats. Tout le monde croit qu'un club saoudien va acheter l'OL, mais l'OL, c'est pas à Paris. On n'est pas un club parisien, les mecs. On n'a pas autant d'attractivité qu'un club parisien. D'ailleurs, regardez, LVMH rachète un club parisien. Faut arrêter de croire qu'il y a 10 000 mecs qui veulent acheter l'Olympique Lyonnais, quoi. C'est pas vrai. Et à Arès, ils ont des comptes à rendre à leurs clients qui ont mis des ronds. C'est comme si vous allez ouvrir une assurance vie à la banque, et que votre banquier est en train de dire putain, on a investi dans un club au Canada, ok, c'est la merde et tout. Et Arès, c'est juste des mecs, des consultants costard-cravate, et ils jouent avec le rond des autres. Par contre, je sais pas comment Textor il a réussi à embarquer tout ce monde derrière. Je sais pas. Et l'autre chose que je sais pas, c'est, si je pense savoir, c'est la Ligue sait, alors c'est pas pour Olas, ils savaient très bien que c'était chaud avec Textor, la Ligue, ou la Fédé. Et en fait, il fallait que l'OL soit repris. Parce que c'est un club historique, comme dit Constant. C'est un grand club, un des 4 grands clubs qui comptent en Ligue 1 avec Bordeaux, Nantes, Paris, Marseille. Et Monaco, là, c'est ce qu'on appelle les top clubs. Et Saint-Etienne. Donc ces clubs-là, s'il leur arrive des merdes, il y a déjà Nantes qui est déjà Tangy, il y a déjà Bordeaux, on a vu. Bon, mais à un moment donné, si Lyon disparaît, il vous reste quoi un grand club historique. Saint-Etienne, Paris, Marseille. Saint-Etienne, c'est sur une jambe. Bon, bientôt, il va rester Paris, Monaco, Marseille, quoi. Alors Monaco, ils ont leurs propres règles. Non, mais on va pas faire un championnat avec 2 derniers clubs. Il va valoir quoi notre championnat s'il n'y a pas les top clubs qui ont gagné plus de 5 championnats? Ils disparaissent les uns après les autres, ces clubs. Donc c'est pour ça que je pense que la Ligue et la Fédé ont un peu laissé passer le deal en disant bon, on va voir avec ce mec. C'est tendu, il a pas l'air d'avoir beaucoup de fric, mais je pense qu'ils ont laissé passer parce qu'à un moment donné, il en va de la survie du football français, tout simplement. Je suis d'accord avec Constant. On ne peut pas se réjouir que Saint-Étienne, Bordeaux, Nantes, Paris, Marseille, Monaco, même si on est en concurrence, on ne peut pas se réjouir que ça se casse la gueule. Parce que chaque fois qu'un de nos concurrents se casse la gueule, c'est la merde. Le foot, il vaut plus rien. Voilà, c'était mon édito, les mecs, je vous laisse. Bonne journée à tous. Passez malgré tout un bon week-end. Vous savez, même si on descend, même si ça se passe mal, Constant dit qu'on descendra pas, moi je ne suis pas persuadé, parce que si ça se passe pas cette année, ça se passera l'année d'après, les dettes s'accumulent de plus en plus, hein. À un moment donné, vous êtes au demi-milliard là, aujourd'hui vous êtes au demi-milliard de dettes. Oh, c'est un club, hein, c'est pas un état les mecs, hein. Voilà, à un moment donné, il faut peut-être que ça reparte sur des bases complètement différentes. Peut-être de beaucoup plus bas. Des investisseurs locaux, Thomas disait, pourquoi ou d'autres, mais on s'en fout. Red Bull, super Red Bull le projet. Super. Malheureusement, c'est pas pour nous. Des mecs qui sont censés, comme me faisait Monsieur Olas. J'achetais 3 millions de Chris qui était en échec du côté de Bayer Leverkusen. T'as le mec, le champion qu'on a eu derrière. Et puis c'est pas que lui, il y en avait plein des comme ça. Des mecs, on achetait 3 cacahuètes qui derrière explosaient à l'OL, c'était ça. On se plantait des fois sur Pedretti, Pierre-Alain Fro, vous en souvenez. Et ça arrivait, on achetait un peu... Mais on payait les 3 cacahuètes, les mecs. Montsoro, 3 millions. On les payait même pas cher, les mecs. Pedretti, on l'avait racheté de Marseille. On l'avait pas payé cher. Et puis on avait un centre de formation qui sortait, des Govou, des Jérémy Clément, qui sortaient régulièrement des mecs. Et puis Coupé, on l'a récupéré gratos, vous en souvenez, avec l'affaire Sassus, où il y avait une embrouille, machin et tout. Il y en a un qui est allé à Saint-Étienne, l'autre qui est venu à Lyon, Coupé, machin, ça a interverti. Vous vous souvenez de cette affaire? Regardez, à l'époque, les gamins, ce qui s'était passé, c'était marrant. Mais c'était folklore, c'était le côté campagnard et un peu cloche-merle du truc. Hein, si vous voulez savoir pourquoi Jean-Luc Sassus a quitté Lyon, est allé à Saint-Étienne et Grégory Coupet est venu à Lyon, sauf qu'au final on a eu un des meilleurs gardiens de tous les temps, des 20 dernières années, monde compris, dans notre club sur une affaire de corps de cul. Hein. Enfin, c'était un truc de barge, mais à l'époque c'était ça, et c'était il y a 20 ans les mecs. Aujourd'hui on est dans un monde de barjots. Avec des mecs comme Gift Orban, je sais même pas si c'est encore s'il habite la planète Terre ce mec. Des mecs qui se croient arrivés alors qu'ils sont même pas commencés. Des mecs qui se mettent de la gominette dans les cheveux, qui sont 60 kilos tout mouillés, qui se prennent pour ce qu'ils sont pas. Vous leur mettez un coup d'épaule, ils dégagent en tribune. Ils se prennent pour des dieux, les mecs. Alors que en fait, les mecs, c'est des tocards, quoi. C'est limite Ligue 2, là, plein de mecs. Et à l'époque de ces mecs dont je vous parle, là, les Johnny, les Chris, les Coupet, les Cassapa, les Patrick Muller et tout. Patrick Muller, pareil, on l'a acheté 3 cacahuètes, ce mec. Et puis au final, les mecs, franchement, regardez le palmarès qu'ils ont eu. Alors vous allez me dire, ouais, mais il y a le PSG. Oui, mais il y a le PSG. Vous pouvez faire, on termine même pas 2e de Ligue 1, les mecs. Parce qu'on dit toujours, mais avec le PSG, mais on s'en fout. C'est depuis quand qu'on n'est pas sur le podium? Depuis quand on n'est pas sur le podium? Depuis Genesio, les mecs. Putain, ça commence à faire 10 ans bientôt. Voilà, bon, allez, moi je vous laisse, en tout cas ce club. Petit à petit arrive vers son achoppement, qui sera, je pense, très négatif. La solution, c'est qu'on redescende. Pour mieux reconstruire, voilà. Allez, ciao à tous, salut les gars.